Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. Présentation, Sylvie Akoussan. Au menu de cette édition, en Guinée, après Ebola, une nouvelle maladie hémorragique fait son apparition. La fièvre Marburg a déjà causé la mort d'une personne dans le sud du pays. Au Tchad, la capitale N'Djamena est envahie par des mouches et moustiques, une invasion d'insectes due à la stagnation d'eau usée et l'accumulation d'ordures qui expose la population à plusieurs maladies. Au Sénégal, l'État prendra désormais en charge l'approvisionnement en oxygène médical des cliniques privées. La mesure permettra de soulager financièrement les patients atteints de Covid-19, notamment pour les frais de mise sous assistance respiratoire. Qu'est-ce que la végétation adénoïde? Comment la soigner et la prévenir? La réponse dans notre rubrique Kesako. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin d'émission. En Guinée, après l'éradication de la maladie à virus Ebola, le pays a enregistré le 9 août 2021 un décès dû à la fièvre Marburg. Il s'agit d'une nouvelle maladie apparue à Guékédou, ville située dans le sud du pays où l'épidémie d'Ebola s'était déclarée en 2014. Les autorités sanitaires ont d'ores et déjà pris un train de mesures pour maîtriser la situation. Le point avec Samuel Dimba-Diolamo à Conakry. La région forestière, qui était l'épicentre de la fièvre Ebola et de Lassa, est à présent confrontée à l'apparition d'une nouvelle épidémie appelée fièvre Marburg. Cette nouvelle maladie hémorragique est apparue à Temesado Mboké, un district de la sous-préfecture de Koundou, situé à 54 km de Guékédou, où la première épidémie d'Ebola en Guinée avait éclaté en 2014. Les autorités guinéennes ont donc confirmé la détection sur le territoire d'un cas de la maladie à virus de Marburg qui était jusque-là connu chez les animaux. Les premiers tests effectués dans les laboratoires guinéens ont été confirmés par l'Institut Pasteur de Dakar. Ce nouveau virus est cousin à Ebola, selon le ministre guinéen de la Santé, le général Rémi Lama. Au départ, quand les gens se sont attelés à spéculer de gauche à droite, on est conscient que le virus Marburg est un virus à fièvre hémorragique de la même famille que le virus Ebola, qui a une dangerosité plus que celle d'Ebola. Heureusement pour nous, le cas qui a été c'est un cas isolé. Cette fièvre de Marburg a déjà fait une victime dans le pays. Il s'agit d'un père de famille âgé de 46 ans qui vivait à Temesado Mboké, un district de la ville de Guékédou. Après sa mort, ses contacts ont été hospitalisés au centre de traitement épidémiologique de la ville pour un suivi de 21 jours. À en croire le ministre Rémi Lama, depuis maintenant 11 jours, aucun d'eux n'a développé de signes. En tout état de cause, il rassure que des dispositions sont prises pour le contenir. Selon les dernières informations qu'on a reçues, le vaccin utilisé contre Ebola peut également être utilisé pour le virus Marburg. Donc l'OMS, en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les dispositions sont en train d'être prises afin de procéder à la vaccination des contacts de ce défunt qui est mort malheureusement de ce virus Marburg. Au sortir d'une réunion d'urgence tenue le mardi 10 août entre le ministère de la Santé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et l'OMS, 17 recommandations ont été formulées dans le cadre de la riposte. Entre autres actions préconisées, c'est le fait d'enclencher la recherche écologique du vecteur de la maladie, sans oublier d'organiser une réunion transfrontalière entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, les trois pays voisins qui sont les plus proches de la zone où le cas confirmé a été identifié. Dans le document, il est aussi question de faire le point sur les candidats vaccins contre la fièvre de Marburg en phase 3, ainsi que sur les tests de diagnostic rapide sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Samuel Dimba-Diolamo Conakry pour Santé, Sciences et Développement. Au Tchad, la capitale N'Djamena est envahie ces derniers temps par des mouches et moustiques. Les causes de cette prolifération d'insectes sont la stagnation des eaux usées et l'accumulation des ordures. Une situation qui expose les populations à plusieurs maladies. Plus de précisions avec notre correspondant Adelph Mbaindangro Adjekornondé. Ce n'est pas une première en saison pluvieuse au Tchad. Ces dernières années, entre le mois de juin et de septembre, la ville de N'Djamena est régulièrement envahie par les moustiques et les mouches. Mais cette année, la situation est particulièrement préoccupante. Selon les experts, cette invasion d'insectes s'explique par la stagnation des eaux usées et une accumulation des ordures. Le docteur Ozobe Patali est médecin généraliste au CHU Mère et Enfants de N'Djamena. Quand on dit la prolifération, on veut parler des facteurs favorisants.
N'Djamena est très sale parce qu'on a des caniveaux qui sont partout, on a de la pluie et l'eau est stagnée partout dans les villes sans que la mairie puisse faire des efforts. Et ces gîtes d'eau deviennent un milieu de culture. Quand on dit milieu de culture, dit un milieu sale. Et c'est ces saletés-là qui attirent maintenant les mouches, qui attirent maintenant les moustiques. La situation actuelle n'est pas sans conséquences sanitaires pour les N'Djamenois. Elle pourrait causer plusieurs maladies, dont le choléra, alerte le docteur Ouzibé Patale. Les conséquences sont très très fatales. Parlant des mouches, et qu'est-ce que les mouches apportent? On a le choléra, qui va se caractériser par des diarrhées ou des vomissements, qui sont incorrigibles. Et n'oublions pas aussi que le paludisme, qui est causé par les piqûres de moustiques, entraîne aussi des troubles digestifs, qui sont aussi la diarrhée et les vomissements. Pour lutter contre cette prolifération d'insectes, les autorités communales ont lancé aussitôt une opération de démoustication dans les 10 arrondissements de N'Djamena, laquelle sera suivie d'autres actions. Mais au-delà des actions publiques, les citoyens sont appelés à une prise de conscience personnelle en procédant au nettoyage des habitations et de leurs alentours. Adelph Mbaïnda Wanjikornodi, N'Djamena, pour Santé, Sciences et Développement. Au Sénégal, face à la saturation des hôpitaux publics, les patients atteints de Covid-19 font recours aux cliniques privées pour obtenir une hospitalisation. Seulement, les frais d'hospitalisation, notamment de mise sous assistance respiratoire, y reviennent assez cher. Le gouvernement a donc décidé d'agir pour soulager les patients. Plus de détails avec notre correspondant Didier Lando. Au Sénégal, les malades de la Covid-19 admis dans les cliniques privées ne verront plus le coût de l'oxygène figurer sur leur facture. En effet, l'État du Sénégal prendra désormais en charge l'approvisionnement en oxygène médical des cliniques privées ayant des centres de traitement des épidémies. Dans ce cadre, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a effectué une tournée auprès des fournisseurs de gaz et se dit rassuré par leur capacité de production. J'ai été rassuré à tous les niveaux que non seulement l'oxygène est produit par nos gaziers, mais que quelque part, l'ensemble de ses partenaires, chacun en ce qui le concerne, a une marge de progression. Ils ne sont pas à leur capacité maximale de production. Ce qui veut dire que nous avons encore avec eux de la marge. Ça, c'est rassurant. Mais en tout état de cause, la chose la plus importante, c'est qu'il y ait une bonne coordination entre nous et ces partenaires pour que du point de vue logistique et du point de vue de l'organisation du mécanisme d'approvisionnement et de livraison, il n'y ait pas d'écart qui puisse être préjudiciable aux patients. De leur côté, les sociétés gazières ont effectué des investissements conséquents afin d'être à la hauteur de ce nouveau défi et de pouvoir répondre à la demande sans cesse croissante. À la date du 12 août 2021, 69 576 cas ont été déclarés positifs, dont 52 498 guéris, 1554 décès et 15 523 sous traitement. De même, 1 80 509 personnes se sont fait vacciner. Didier Lando, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement. Kesako, qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. La question de cette semaine nous vient du Cameroun, je vous propose de l'écouter. Bonjour, SciDev.net. Je m'appelle Josiane Mouini. Je réside à Yaoundé au Cameroun. L'enfant d'une de mes connaissances avait du mal à respirer pendant son sommeil et les médecins ont diagnostiqué ce qu'ils ont appelé végétation adénoïde. Je voudrais que vous me disiez ce qu'est cette maladie, quelles en sont les causes, comment peut-on la soigner et la prévenir. Merci. Pour en parler, retrouvons à Yaoundé notre correspondante Béatrice Kazé. Bonjour Béatrice. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Pour répondre aux questions de notre auditrice, vous avez rencontré le docteur Steve Oba. Effectivement, Sylvie, le docteur Steve Oba est chargé des programmes à la Cameroon National Association for Family Welfare Fonds mondial. Les végétations adénoïdes sont une augmentation du volume de ce qu'on appelle amygdale pharyngée. Les amygdales pharyngées étant donc cet tissu immunitaire qui se trouve au niveau ou tout autour de la gorge. Donc, il y a un certain nombre de tissus immunitaires qui se trouvent autour de la gorge, qui sont des amygdales, et peuvent être pharyngées, palatines. Alors, c'est une augmentation qui est une réaction normale, qui est due ici à la maturation du système immunitaire de l'enfant. Alors, les végétations adénoïdes deviennent pathologiques ou anormales quand elles deviennent très importantes. Donc, cette hypertrophie, justement, peut avoir donc des conséquences cliniques. Et ces conséquences peuvent être, vu donc sur ce point comme une maladie
et donc peut se manifester par plusieurs signes. On aura par exemple l'enfant qui a le nez toujours bouché, l'enfant qui peut faire la fièvre, avec un nez toujours bouché, et aussi dans la nuit, par exemple, l'enfant peut ronfler dans la nuit. Donc, globalement, on peut dire que les végétations adénoïdes peuvent devenir pathologiques quand elles sont très grosses, donc hypertrophiées, et entraînent donc des conséquences cliniques. Maintenant, pour traiter les végétations adénoïdes, normalement, ces végétations diminuent, n'est-ce pas, avec le temps et avec l'enfant grandit à partir de 5 ans prématernelle ou un peu plus, ça commence à aller mieux, mais il peut exister que cette hypertrophie soit très importante et qu'elle soit très importante et qu'elle soit vraiment gênante pour l'enfant. Dans ce cas, donc, on peut recourir à un traitement chirurgical qui consistera à une adénectomie, donc ça veut dire une ablation chirurgicale de ces végétations. On peut quand même aussi préciser qu'elles peuvent s'inflammer sous la cause, n'est-ce pas, d'une infection. Et ici, un traitement antibiotique pourrait permettre de diminuer cette inflammation. Et donc, les symptômes liés à ces végétations sont annihilés. Donc, en fait, parler d'une maladie, oui, c'est une maladie quand les végétations deviennent très grosses. Et puis, prévenir, on peut pas dire qu'on va prévenir parce que c'est une maturation normalement du système immunitaire. Et donc, pour certaines personnes, la maturation est très grande et pour d'autres, c'est relativement normal et ça passe inaperçu. Voilà Sylvie, c'était le docteur Steph Oba, chargé des programmes à la Cameroon National Association for Family Welfare Fonds mondial, qui répondait aux questions de notre auditrice sur les végétations adénoïdes. Merci Béatrice, je rappelle que vous étiez en ligne de Yaoundé au Cameroun. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le +221 77 846 54 34. Je répète, le +221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidef.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidef s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aïssou. Bonjour Virgile. Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs de Santé, Sciences et Développement. Alors quels sont les événements scientifiques à retenir à l'agenda cette semaine ? À l'agenda cette semaine, notons déjà que du 16 au 19 août 2021 aura lieu à Vancouver au Canada la 20e conférence forestière du Commonwealth. C'est un forum international permettant tous les 4 ou 5 ans aux forestiers et à tous ceux qui s'intéressent au secteur forestier d'échanger leurs connaissances et leurs expériences. Pour plus d'informations, consultez le site cfc2021.ubc.ca. Ensuite, du 19 au 20 août à Londres, au Royaume-Uni, la conférence internationale sur le biocontrôle, la biogestion, la génétique et la biotechnologie réunira des scientifiques, des chercheurs et universitaires de premier plan pour échanger et partager leurs expériences et leurs résultats de recherche. Renseignements et inscriptions sur le site de l'Académie mondiale des sciences, de l'ingénierie et de la technologie, wasect.org. J'appelle waset.org. Enfin, les 23 et 24 août, en mode virtuel, l'Africa Singapore Business Forum, ASBF, invite à promouvoir les échanges commerciaux et à penser un leadership entre l'Afrique et l'Asie. L'édition de cette année abordera des problèmes critiques et identifiera des opportunités dans des secteurs et des domaines clés, notamment la technologie numérique, le financement, l'innovation, la fabrication, la durabilité et les solutions urbaines. Renseignements sur le site www.enterprisesg.gov.sg. J'appelle enterprisesg.gov.sg. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine. Merci Virgile, mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.